Ce soir, il y a des informations, puisque la Russie revendique la capture de la ville de Pokrovsk. On va voir les images, l'intérieur des informations. Nous sommes toujours en direct à Moscou. Il faut prendre ça avec la plus grande prudence, puisque plusieurs fois, la prise de Pokrovsk a été revendiquée. On voit les images de cette ville qui a été en très grande partie détruite. Vous êtes toujours avec nous, Charles Divot. Ça n'est pas la première fois qu'il y a cette revendication, donc on doit s'exprimer avec la plus grande prudence. Mais pour Moscou, c'est une revendication de première importance. Oui, exactement. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on commence un petit peu à voir sur les sites des agences de presse russes, des revendications de prise de nouveaux territoires ukrainiens. Alors, c'est une information qui a été donnée par le ministère de la Défense à Vladimir Poutine, qui, eux, évidemment, confirment, mais pour l'instant, on voit quelques images diffusées de soldats déposant un drapeau russe. Mais comme vous l'avez très bien dit, ça a déjà été revendiqué, donc il faut savoir raison garder. Général, vous êtes toujours avec nous, Général Desportes. Le contexte général, on verra dans les minutes qui viennent ce qui est confirmable ou non, mais le contexte général, c'est une offensive russe de très grande envergure, tous azimuts. Oui, alors sur Pokrovsk, il faut effectivement être extrêmement prudent. C'est la 5e fois que Pokrovsk est prise par les Russes et qu'elle ne l'est pas. Et chaque fois qu'on est dans une négociation, tout d'un coup, Pokrovsk est prise, et après, n'est plus pris. Donc je crois on en reparlera encore dans 15 jours, dans un mois, on verra bien. Alors oui, il y a une offensive russe qui est tout à fait importante et on sait que les progrès russes n'ont jamais été aussi importants qu'au cours des 30 derniers jours. Donc il est évident que l'Ukraine est en faiblesse, et je dirais nous ne pouvons pas en être fiers. Nous ne pouvons pas en être fiers parce que nous, Européens, nous aurions dû faire quelque chose, nous aurions dû aider l'Ukraine suffisamment, et nous ne l'avons pas fait. Nous ne pouvons pas oublier que la défaite de l'Ukraine, si elle survenait, eh bien, ce serait une honte pour l'Europe et une décrédibilisation complète de l'Europe. On ne doit pas oublier que notre destin est lié aujourd'hui au destin de l'Ukraine et que nous sommes des alliés stratégiques. Nous sommes pris, l'Ukraine et l'Europe, dans un étau stratégique entre la Russie et les États-Unis. Et aujourd'hui, les Européens devraient enfin se mettre d'accord sur ce qu'ils veulent. Puisque la difficulté, vous le savez, c'est que depuis le début de cette guerre, les Européens n'ont jamais été décidés quel était leur but de guerre. Ils ne se sont jamais mis d'accord. Alors, ils se sont toujours mis d'accord pour un soutien très ferme, mais comme vous le savez, extrêmement limité. Et c'est pour ça que nous en sommes là. La capacité des Russes de frapper, même s'ils progressent peu, on va y revenir, mais les bombardements sur Dnipro, tout à l'heure à Paris, là, à l'Élysée, tout à l'heure, le président Zelensky en faisait état, la dureté de ces bombardements, la Russie multiplie les bombardements. Au moins 4 personnes ont été tuées, 40 autres blessées dans ce bombardement missile russe sur la ville de Dnipro. C'est une grande ville du centre-est de l'Ukraine. On voit ici ces images. Et le commandement ukrainien faisait état d'une capacité russe maintenant de doubler ses attaques par missile chaque semaine. Qui est tout à fait importante, puisque le mois dernier, les Russes ont tiré plus de 1000 drones, ils ont jeté plus de 1000 bombes planantes et ils ont tiré une centaine de missiles. Et effectivement, la production de leur armement est en croissance. Ils produisent déjà 4 à 5 millions de drones par an et ils sont capables d'augmenter cette affaire-là. Est-ce qu'il y a une logique à ça? Sylvie Berman, qui est fréquente sur nos plateaux, dit paradoxalement, c'est quand on négocie qu'on essaye le plus possible de pousser ses pions. C'est la logique. Il faut plus meilleur vous êtes sur le terrain, meilleur vous êtes sur le tapis vert. C'est exactement ce que veut faire Poutine. Il espère même ne pas avoir à négocier la prise du bout du Donetsk qui n'a pas été pris, bien sûr. Oui, c'est évidemment, lorsque vous êtes en confrontation, vous faites à la fois jouer la carte diplomatique et la carte militaire. Vous n'allez absolument pas arrêter ou réduire votre avancée militaire, vos efforts militaires. Au contraire, vous allez les augmenter pour dire à votre adversaire que vous êtes présent, que vous prenez la menace très au sérieux et puis que vous continuez le combat. Donc tout à fait, il y a à la fois cet aspect diplomatique et cet aspect militaire et les deux vont ensemble et c'est assez classique dans un cas de guerre. Et c'est d'ailleurs ce que disait Talleyrand, je crois, je le cite de mémoire, dont on louait les qualités diplomates pendant le congrès de Vienne, mais il disait quand même, avec réalisme, il disait on ne peut pas changer significativement sur le tapis vert les réalités du terrain militaire.
Et c'est pour ça qu'effectivement, les Russes essayent de prendre des gages, mais ils ne prennent pas des gages extrêmement importants. Ils auraient pris Kramatorsk, bon, ça serait différent, mais là, ils prennent des petits gages, ils veulent montrer, persuader à leurs nouveaux américains qui sont très forts que l'Ukraine peut flancher, mais pour le moment, il faut le dire, l'Ukraine est fatiguée. Ukrainienne, quand même, qui sont importantes sur des raffineries, sur des points assez stratégiques. La guerre, quand même, a l'avantage des Russes, certes sur le terrain pour le moment, mais ça n'est pas flagrant, comme vous le dites. Enfin, il progresse. Et la petite ligne, qui n'est pas droite d'ailleurs, de drapeau russe, elle avance quand même un peu tous les jours. Oui. Donc, il progresse, bien sûr. Il progresse. Ce qui est inquiétant, en fait, c'est qu'il progresse, mais c'est pas dramatique. Non, il n'y a pas de... Mais ce qui est inquiétant, c'est que eux, ils ont une relève, ils ont une profondeur stratégique. Bien sûr, bien sûr. Alors que l'Ukraine sait très bien qu'elle n'a pas de relève. Et c'est pour ça, aujourd'hui, que Zelensky, dans son adresse, etc., il veut, bien sûr, il a raison, des garanties de sécurité pour que les Russes ne reprennent pas une troisième guerre contre l'Ukraine, mais il sait très bien que l'heure est venue d'arrêter la boucherie parce qu'il n'y a pas de relève en Ukraine. C'est pour celles et ceux qui nous rejoignent, qu'on comprenne bien ce qui est en train de se passer. Donc il y a une offensive russe qui est en cours maintenant, à quelques heures, semble-t-il, de la rencontre qui aura lieu entre Witkoff, l'Américain, et le président Poutine. Alors, on ne sait pas si la revendication des Russes d'avoir pris Pokrovsk est réelle ou non, vérifiable ou non, mais enfin, il y a de fait une offensive, avec ces images qui en témoignent. L'évolution des frappes de drones et de missiles, où on voit que depuis le mois de janvier, pas seulement ces derniers jours, mais depuis janvier, il y a une sorte d'évolution constante. Regardez, et les derniers développements, plus on négocie, plus effectivement ils sont en train de frapper très fort. Absolument, absolument. Ça correspond à la logique qui a été décrite. Je me rappelle très bien des négociations de paix entre le Vietnam et les États-Unis. Ça a duré 4 ans. Les 2 grandes opérations de bombardement de Haiphong et de Hanoï, c'était l'opération Rolling Thunder, c'était pendant les négociations. Donc on est dans une logique qui a été décrite et qui est une logique de toutes les phases de négociation. Ça a été parfaitement vrai pendant la guerre en Corée. La guerre en Corée était 2 ans de négociation. 1 an de guerre, 2 ans de négociation. Et pendant ces 2 ans de négociation, la guerre a été absolument terrible. Donc on est dans une logique historique habituelle. Indiane. Oui, tout à fait. C'est ce qui est aussi intéressant, je trouve, c'est cette endurance du côté russe. On a parlé de l'endurance du côté ukrainien, ce courage avec lequel ils ont réussi à tenir, alors que tout le monde prévoyait un effondrement de Kiev en quelques jours. Mais il y a aussi du côté russe, et ça je pense qu'il faut vraiment le voir de manière très lucide, une forme d'endurance, cette capacité à toujours remettre plus d'hommes sur le tapis, plus d'argent, alors qu'on a l'impression qu'il y a un moment où la machine va sécher, où ils vont plus pouvoir mettre plus de gens. Et c'est aussi lié à la psychologie de guerre russe. C'est cette capacité à aller jusqu'au bout des choses, n'avoir rien à perdre. La résilience, cette résilience, puis, cette endurance. Et le travail psychologique. assez limité. Bien sûr, mais ça fait partie de ça. Ça déshumanise. Et le travail psychologique qui a été fait par Poutine et qui fait le reportage que votre maison sœur diffusait est très intéressant. Visiblement, 85% des Russes veulent absolument continuer la guerre, ou en tout cas ne pas laisser perdre, etc. Donc il y a eu une militarisation qu'on voyait encore sur vos reportage récemment, qui fait qu'ils n'accepteront pas la défaite. Et ça c'est sûr. Ils sont favorables en fait à la paix. Souvent la majorité des Russes comprennent pas trop d'ailleurs cette inimitié avec les Ukrainiens, c'est trop. Mais il n'est pas question pour eux qu'il n'y ait pas la pabieda, la victoire, c'est-à-dire une défaite de la Russie face à l'Ukraine n'est juste pas envisageable pour la très très grande majorité. Et cependant, comme le rappelait Marion, les Ukrainiens combattent aussi très très valeureusement. Les 2 armées sont très âpres au combat. Regardez cette séquence. L'arrestation des prisonniers sont les Ukrainiens qui réalisent une arrestation d'un prisonnier russe qui a été suivi visiblement grâce à un drone. Поднимайся. Иди сюда, поднимайся. Руки, потише. Кто готов? Кто же выходит? Потише, выходи. Давай второй, быстренько. Каждый второй. Осторожно здесь,
Фок, взяли двох підерів. Voilà, et vous le voyez au bandeau, à l'instant, Vladimir Poutine lui-même, cette fois, ça n'est plus seulement un communiqué de l'agence TASS ou autre, c'est le président russe qui revendique la prise de Pokrovsk, encore une fois au conditionnel, on verra si c'est vérifié ou non. Un mot sur cette image qu'on voit là, général. Donc c'est ce soldat russe qui est arrêté par des unités ukrainiennes. Il était dans ce trou, ce taupinière, il est arrêté. C'est tout à fait intéressant. Cette zone, il est dans la zone de mort qui est surveillée en permanence par les drones et qui permet aux uns et aux autres, effectivement, de décider de no man's land dans lequel vous ne pouvez pas bouger, ou bien vous êtes fait prisonnier et dans lequel, ou bien vous mourrez. Alors ce qui est intéressant quand même, c'est que cette omniprésence des drones fait qu'une percée profonde des Russes est quasiment impossible. Parce que le front, on le sait, fait 40 km de large, 20 km d'un côté, 20 km de l'autre. Et pour faire une percée, vous avez besoin de rassembler des troupes qui ne peuvent être que blindées. Et ces blindés seraient évidemment repérés et détruits immédiatement par les Ukrainiens. Et si ces véhicules arrivaient à passer la frontière, ils ne survivraient pas à la traversée des 20 km de ligne de la mort qui les séparent de l'endroit où ils ne seraient plus en danger. Donc même s'il y avait une percée, même s'il y avait un trou, il est très peu probable qu'elle puisse être exploitée. Et donc, très probablement, la guerre va se continuer mètre par mètre, jusqu'à l'importance que Poutine accorde à cette ville, on peut le rappeler, on voit les images, regardez les images, Minorad qui est juste à côté de Pokrovsk, ce sont des villes en très très grande partie détruites, mais diplomatiquement, politiquement, s'il peut voir Witkoff, là, ce mardi, en disant, regardez, moi j'ai pris Pokrovsk, on verra si, encore une fois si c'est vérifié, mais ce sera quelque chose pour lui. Oui, mais il faut voir que Poutine n'a presque rien à apporter. On parlait vous disiez tout à l'heure qu'il avait besoin il ne pouvait pas imaginer de rentrer, de ne pas apporter une victoire à la Russie. Certes, mais jusqu'à présent, au bout de 4 ans de guerre, le butin de guerre de Vladimir Poutine est minable par rapport aux objectifs. 20% du pays. 20%. Mais 20%, il les avait déjà. Je parle depuis 2022. Il a conquis 2% du territoire depuis 2022 du Donbass. Il n'a pas réussi, il a envoyé une division jusqu'à Kiev, il n'a pas réussi à conquérir Kiev, qui était l'objectif de départ. Il a voulu affaiblir l'OTAN, il a eu une OTAN renforcée où 2 pays se sont ajoutés. Je veux dire, c'est vraiment un échec. Et qu'est-ce qu'il peut apporter la ville la ville qui a été complètement rasée. Oui. Quoi, Mariupol, merci. Oui. Mariupol, qui est dans un état d'anéantissement total, le Donbass, qui est inutilisable tellement c'est bombardé. En fait, les réussites de Poutine sont extrêmement maigres. Donc, il a besoin de Pokrovsk, qui est un symbole absolu, pour dire nous avons conquis Pokrovsk, qui est en plus la porte vers Donetsk. Mais ça n'est pas une bonne nouvelle, parce que Poutine a besoin d'une victoire. C'est une bonne nouvelle. Non, mais j'ai dit, et donc il a besoin d'en faire encore un peu plus pour prouver qu'elle a eu raison. Mais il n'y arrive pas depuis cette guerre. Il n'y arrive pas. Cette guerre est vitale, bien sûr. Et donc cette guerre est vitale pour lui et pour son régime. C'est pour ça qu'il ne cédera pas facilement. On va se rendre à Moscou. Pardon, je vous interromps. Qu'on voit exactement ce qui se passe à Moscou. Charles Dibaud, vous y êtes toujours. Que dit en ce moment, à l'heure où nous parlons, le Kremlin ? Alors, c'est que toutes ces annonces de Vladimir Poutine, en fait, elles font suite à une visite qu'il a fait hier soir dans un centre de commandement pour se tenir informé de l'avancée des troupes russes en Ukraine. C'est là qu'on l'a informé visiblement d'avancées majeures et de la prise de nouveaux territoires. Et c'est lui-même qui a confirmé, donc, en tenue militaire, en treillis, cette prise de Pokrovsk. On va recevoir dans quelques instants cette image de Vladimir Poutine qui s'est mis en effet en treillis militaire pour annoncer ce qui est, dit-il, une victoire d'étape. On verra en fait si elle se vérifie ou non. Mais pour lui, c'est en calendrier, en termes de calendrier, Charles, rappelez-nous, il est 21h50 lundi. Je crois qu'il est 1 heure ou 2 heures de plus chez vous à Moscou, 1 heure, 2 heures 2 heures. 2 heures de plus, ça veut dire que là, on est presque mardi, et là, ce sera la rencontre très importante entre Witkoff et Poutine.
Oui, exactement, qui est prévu en début d'après-midi demain. Donc on voit bien que finalement, à travers ces annonces, il y a une volonté de la part du Kremlin et de Vladimir Poutine de toujours plus montrer les muscles, de montrer que c'est lui qui est en position de force, et ce, vous l'avez dit, juste avant de rencontrer Steve Witkoff demain au Kremlin.